Bonjour. Cyril Bojiko a accueilli un prêtre et auteur, Jean-Pierre Noël Batum, et pendant leur causerie, j'ai eu l'impression qu'il a recueilli les pensées du professeur Maurice Kamto pour le présenter sous forme de livre. Sauf qu'il n'a pas eu le culot de citer Kamto pendant toute l'émission, il n'a eu de cesse à citer les pères de l'UPC, et j'ai trouvé ça un peu bizarre. Sinon, dans le contenu, ça nous plonge dans la conscientisation, le retour à l'âme, à ce qui reste immortel. Je vous prie de suivre cet échange et faites-moi savoir votre impression à la fin. Très bientôt. Ce matin, nous recevons un auteur dont la plume est un cri, un appel, une marche en avant. Jean-Pierre Noël Batum. Son œuvre intitulée Révolution résonne comme un tambour battant au cœur du Cameroun d'aujourd'hui. Un texte poétique, puissant et habité qui questionne nos silences, nos habitudes et notre capacité à nous relever collectivement. C'est une parole d'éveil, une poésie d'engagement, une vision de renaissance nationale et spirituelle. Avec lui, nous allons explorer cette révolution intérieure, culturelle et spirituelle qu'il appelle de ses voeux à travers ses quelques écrits. Eh bien, notre invité ce matin, mesdames et messieurs, Jean-Pierre Noël Batum est poète, penseur et pédagogue camerounais engagé dans la transformation culturelle et spirituelle du continent africain. Son écriture s'ancre dans la tradition des voix africaines de résistance, de Oumiobe à Mongobeti, de Douala Mangabel à Werewe Linking, tout en s'inscrivant dans une modernité consciente et enracinée. Philosophe de formation et artiste de conviction, il voit dans la culture une force politique, une sémence de liberté et un instrument de reconstruction des consciences. Avec Révolution, il propose un manifeste poétique qui conjugue la beauté du verbe et la profondeur de la pensée. Bienvenue, Jean-Pierre Noël Batum. Merci d'accepter l'invitation de Radio Balafon. Bonjour, M. Bojiko. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. C'est nous qui sommes honorés de vous accueillir. Alors, votre ouvrage Révolution n'est pas un simple recueil de poèmes, c'est un chant d'éveil, une litanie patriotique, une prière militante adressée à la jeunesse, à la nation et à l'esprit du Cameroun que vous écrivez avec K. Vous êtes donc un poète qui ne parle pas de révolte violente ou d'émeutes éphémères. Vous appelez justement à une révolution lente, intérieure, consciente et collective. Une révolution du travail, de la pensée, de la dignité, de la spiritualité et surtout de la culture. Votre ouvrage dénonce la médiocratie, la médiocrité, le découragement collectif et la corruption morale. Votre livre parle donc de l'éveil, celui d'un peuple qui doit cesser de regarder la colline du pouvoir pour bâtir un contre-pouvoir citoyen. Dans la bouche du poète que vous êtes, le mot révolution devient donc un souffle, une énergie vitale, un feu sacré. Les textes fait parler donc dialoguer l'histoire et le présent. Les martyrs du passé rencontrent donc la jeunesse du futur. Et au cœur de ce poème, l'art et les artistes apparaissent comme les premiers soldats de cette révolution culturelle. La poésie devient donc alors pour vous un outil de guérison, de cohésion et de transcendance. En somme, Jean-Pierre Noël Batum, Révolution, votre ouvrage dont nous parlons ce matin est une œuvre totale, à la fois politique, mystique et esthétique, qui appelle chaque Camerounais à participer à la refondation morale et spirituelle de son pays. Est-ce bien ça? Merci pour cette lecture profonde et juste. Je l'ai parcouru, justement. Il m'a été proposé par le père Raymond Belkacem, je l'ai parcouru et j'en ai été séduit. J'ai tenu vraiment à ce que vous puissiez être là, qu'on puisse en parler. Alors, il s'agit là d'une vision et qui part d'une méditation. Oui. Alors, nous avons cette grâce que, à notre vue, le Cameroun est encore en construction, même si certains pensent que nous sommes en retard. Mais c'est parce que nous sommes toujours en train de nous comparer aux nations qui sont multiséculaires. Mais nous n'avons pas encore un siècle d'existence comme État. Donc, nous sommes en construction. Alors, moi, je propose, au lieu de se laisser embrigader dans ce discours politico-politicien qui embarque toute la société, qu'on déplace le curseur vers ce qui est la base, la culture. Parce qu'il y a, lorsqu'on s'embarque dans la politique, je ne connais pas grand-chose, mais je suis un observateur de la société, et la politique vise toujours la prise de pouvoir, la conservation du pouvoir, la gestion du pouvoir. Elle n'a pas d'autre choix que diviser. Ah, et dans ce cas, mon père, comment est née cette idée de ce texte? Est-ce un cri, une urgence, une mission? Alors, comme je disais, ça part d'une méditation profonde. Et c'est une vision. Parce que lorsque je réponds d'abord à un appel, en réalité, comme poète, beaucoup me demandent, mais mon père, vous êtes prêtre, comment ça vous fait? Je dis, mais justement, c'est le fait que je sois prêtre qui me pousse à écrire. Parce que pour moi, le poète, c'est un prophète. Donc, quelqu'un qui est capable de lire les événements au-delà de leur apparence. Et ce texte m'a pris environ 1 an et demi de méditation. Je ne l'ai pas écrit hier. J'ai pris le temps de puiser mes mots. Ensuite, je me suis dit, est-ce que ça vaut la peine de l'écrire? Ensuite, j'ai écrit. Je me dis, est-ce qu'il faudrait publier, dans quelle forme, etc., etc. Donc, c'est une invitation que j'adresse à nous tous Camerounais, comme vous l'avez bien lu, pour qu'on se tourne vers ce qui est essentiel, ce qui peut nous rassembler, ce qui nous permet de construire, ce qui fait notre identité. Parce que comme je le disais, nous sommes toujours en train de courir derrière les autres. Nous pensons que nous sommes en retard parce que nous sommes comparés aux pays européens. Mais nous oublions toute leur histoire que nous tous nous avons étudiée. Et lorsque nous allons par exemple l'Europe, la France, qu'est-ce qui nous séduit chez les Français? C'est d'abord leur culture. Chacun de nous est content de citer les grands écrivains, les grands artistes, les grands peintres, tout et tout. Mais nous en avons aussi ici également. Et merci de les avoir cités, même si je pense que je ne mérite pas encore d'être au niveau de Werewe Linking, etc. Mais c'est bien de parler d'eux. Parce que c'est eux qui sont le socle sur lequel nous devons bâtir. Ils nous donnent l'occasion, surtout par exemple quelqu'un comme Werewe Linking, qui malheureusement est obligé de s'expatrier, et nous donnent l'occasion de méditer sur ce qui nous sommes. Parce que c'est cela la culture. Sauf lorsque nous mettons la culture dans le giron de la politique, où on commence à voir, mais qu'est-ce que l'État peut faire pour qu'on puisse faire manifestation culturelle? Nous perdons. C'est pour ça que dans le poème, moi je propose par exemple que les acteurs culturels puissent se rencontrer.
échanger. Et nous sommes d'accord qu'aujourd'hui, dans notre société, ce qui manque le plus, c'est le dialogue. Nous ne savons pas dialoguer. Il y a une réalité, chacun a sa perception de la réalité. Cette divergence de vue, en réalité, c'est ça qui permet le dialogue, c'est ça qui nourrit le dialogue. Mais chacun veut faire primer sa perception. Or, je pense que si nous attendons sur la culture, il y a la possibilité de dialoguer. Parce que celui qui danse, mais il danse quoi? Il danse l'identité de notre culture. Il danse ce que le poète écrit. Celui qui fait la peinture, il peint quoi? Notre identité. Celui qui sculpte notre identité. Donc chacun de nous a une perception de la même réalité. Et lorsque nous nous rassemblons comme acteurs culturels pour regarder cette réalité et partager ce que nous avons perçu, nous allons nous mettre d'accord. Par contre, cela n'est pas possible dans les autres domaines. Et justement, mais vous parlez de révolution non violente, enracinée dans la conscience. En quoi se distingue-t-elle d'une révolte? Alors, la révolte, généralement, n'est pas pensée. Dans un autre texte, j'avais publié le recueil de Pomiani. Dans un de ces textes-là, je dis quelque part qu'une révolution, ça se prépare. Et même dans celui-ci, il faudrait d'abord pouvoir mâcher sa colère. Parce que la révolte, c'est d'abord l'expression de la colère, tout simplement. Et la colère ne permet pas la réflexion. Mais dans la révolution, on prend le temps de mâcher sa colère, de la digérer. Et cette colère devient comme une indignation. Et l'indignation pousse à un sursaut pour pouvoir réfléchir au fait, qu'est-ce qui se passe dans le pays? Et moi, c'est cela parce qu'en réalité, moi, je suis un révolté de nature. Mais il y a quelqu'un que j'ai suivi, Jésus-Christ, qui m'a transformé. Si je parle de révolution, il y a 35 ans, 40 ans, je n'aurais pas pu parler de révolution, je parlais de révolte. Mais sauf que le mot révolution, chez vous, revient comme un refrain. Quelle est la force symbolique de cette répétition? Oui, parce que c'est pour exorciser cet esprit de révolte qui nous habite. C'est-à-dire que tout le monde sent clairement qu'on a besoin de changement, mais de transformation. Mais beaucoup pensent qu'il faut passer par la casse. Mais nous ne pouvons pas casser ce qui n'est pas encore construit, qui n'a pas encore pris racine. Or, je me dis, mais si nous sommes en train de faire une espèce d'excavation, mais c'est pour aller à la base, allons donc à la racine. Et donc, révolution qui revient tout le temps, c'est pour attirer l'attention, pour que chacun se donne, mais qu'est-ce qu'il veut dire par révolution? Pourquoi révolution? Et tout au long du texte, j'essaye, à petite touche, d'expliquer. De transformation. Et regarder vers le haut, non pas vers le haut de la colline du pouvoir, mais aller au-delà. Regarder nos martyrs de l'autre côté de la rivière, qui nous interpellent, qui nous attendent, nos ancêtres. J'interpelle les guides spirituels, aujourd'hui, chacun selon sa chapelle, mais toujours cette idée de débat, d'échange. Parce que nous le disons dans une de nos cultures, une seule main ne peut pas attacher un paquet. Mais c'est curieux qu'il y a certains qui pensent, non, ma main seule peut attacher un paquet. D'autres pensent que c'est seulement sa main seule qui peut attacher un paquet. Il y a donc cette idée de messianisme qui habite notre pays, peuple camerounais. Mais nous savons bien que le Messie, et même je crois en Jésus, qu'est-ce qu'il est Messie? Mais il n'a pas claqué du doigt, puis les choses se sont arrangées. Il a ouvert une voie que chacun doit parcourir. C'est la même chose. Mais si nous tous, par contre, nous nous mettons ensemble pour se dire, mais qu'est-ce que moi j'apporte à partir de mon être, de ma perception? Voici, nous allons nous entendre. Mais justement, mes pères, vous rendez également hommage à des figures comme Omniobé, Osende Afana ou Douala Mangabel. Que représente pour vous justement cette filiation historique? Alors d'abord, leur sang, c'est l'un des motifs pour lesquels je suis contre la révolte. Le sang de chaque être humain a du prix. Et c'est le même prix. Sauf que moi, je pense humblement que ces pères de la nation qui ont versé leur sang tout jeune pour la nation, leur sang n'a pas encore fini de porter du fruit. Et il ne faudrait pas qu'on en verse un autre. Parce que mon intime conviction est que ce sang qu'on verse aujourd'hui, par exemple, c'est quelques personnes qui sont mortes pendant ces quelques jours. Ce sang-là est offert en sacrifice à quelqu'un qui ne le mérite pas. Je le dis bien dans mon texte. Il est des amis du mal ou des amis du bien. Alors il y a comme un monstre marin qui enveloppe le pays et qui boit le sang des innocents. Et il faudrait qu'on en prenne conscience pour dire stop. Et maintenant, notre pays a besoin de notre sueur, de notre transpiration. Et je crois que dans la transpiration, il y a toujours du sang. Mais ce sang n'est pas offert en sacrifice à quelqu'un, mais c'est versé pour nourrir, irriguer notre mer, notre terre, le Cameroun. Alors, vous appelez les artistes à être au premier rang de la révolution. Pourquoi la culture est-elle, selon vous, le vrai champ de bataille? Mais parce que elle reflète notre identité. Pour agir, pour savoir ce qu'on a fait, il faut savoir qui on est. Lorsque nous regardons, je ne suis pas fort en statistiques de développement, mais lorsque nous disons que le Cameroun n'est pas développé, c'est toujours par rapport à. Et moi, je me rends compte que nous avons adopté le point de vue des Européens. Ce n'est pas mauvais, sauf que eux, ils ont répondu à des questions qui se sont posées à eux. Ils ont trouvé des solutions. Ils nous proposent ces solutions, mais qui deviennent pour nous des problèmes. Des exemples, nous sommes obligés de dépendre de l'énergie électrique. Et nous savons que nous n'avons pas cette énergie à disposition tout le temps. Et notre vie a commencé à tourner au rythme de l'énergie électrique. Lorsque nous en sommes privés, tout est en panne. Ouais. Nous sommes entrés dans l'ère de la connexion. Lorsque la connexion ne fonctionne, ça n'est pas fluide, nous sommes en panne. Mais est-ce que nous avons, nous, dans notre vision de développement, est-ce que nous avons besoin aujourd'hui de la connexion? Quelle est même notre vision de développement? Vers quoi allons-nous? Quelle est la société que nous voulons construire? Une seule personne ne peut pas répondre à cette question. Cela n'est pas possible. Alors justement, nous parlons ce matin dans ce livre sur Radio Balafon de Jean-Pierre Noël Batoum. Révolution, révolution, révolution. C'est en vert ou jaune. Et cela apparaît 3 fois en première de couverture dans cet ouvrage Révolution qu'il est venu nous présenter ce matin. Mais bon, dites-nous, Jean-Pierre Noël Batoum, dans cet ouvrage, dans votre texte, vous dénoncez la médiocratie et les forces obscures qui paralysent le pays, le Cameroun. Oui. Quels sont les leviers pour les vaincre? Alors, c'est là justement la révolution, là où elle devra devenir personnelle, intime. Je dis qu'elle doit commencer par exemple dans la famille, où
il faudrait qu'on redonne à la famille tout son sens, tout son pouvoir. Il faut savoir que lorsque des débats qui se font dans notre société, sur les réseaux sociaux, les femmes sont contre les hommes sont contre les femmes. Mais ça, c'est une dislocation de la famille. Mais c'est voulu par ce que j'appelle cet esprit maléfique, cet esprit du monstre marin. Parce qu'une fois que la famille est détruite, c'est la société qui explose. Par contre, lorsque la révolution culturelle est embrayée, nous remettons les choses en place. La famille retrouve tout son sens. Le papa et la maman ne se voient plus, se regardent en chaîne de faïence, mais comme des personnes complémentaires. Je le dis quelque part dans le texte. Aucune maman ne peut remplacer un père. Aucun père ne peut remplacer une maman. Même si une femme dit, bon oui, les femmes peuvent élever les enfants, ça c'est clair, elles savent se battre, elles savent faire la cuisine, mais il y aura toujours l'absence du père. Et ça ne se remplace pas. On ne peut pas dire que bon, j'avais une femme, je l'ai fait partir, j'en prends une autre. Ce n'est pas un habit. Les émotions non plus, ça ne se change pas. C'est-à-dire que l'amour que j'ai mon père pour mon père, ce n'est pas le même amour que j'ai pour ma mère. On ne peut pas les changer. Une fois que la société est construite, la famille est construite, maintenant on commence à échanger. Nous avons, chacun de nous au Cameroun, croit en quelque chose, un être supérieur. Ce n'est pas un problème de guerre de religion, de chapelle, non. Au contraire, moi j'appelle à ce que tous les leaders religieux puissent, et je les invective parce que je dis, ils regardent ailleurs, pendant que les brebis sont en train de boire des puits d'eau boueuse. Mais il faudrait qu'ils s'occupent de ces brebis-là, qu'ils s'en occupent. Il faudrait que ceux qui ont responsabilité, par exemple, les chefs traditionnels, que moi je distingue des chefs du village, qui sont des auxiliaires d'administration, des chefs de quartier, mais les chefs traditionnels, et ceux qui sont, par exemple, moi je parle de Banjoun comme de chez moi, que je connais assez bien. Je suis choqué qu'on appelle le roi de Banjoun chef. C'est un roi. Quand on l'appelle chef, il est comme le chef du quartier de Nouvelle. Ce n'est pas la même chose. Et tous sont majestés. Nous sommes dans une situation de confusion et qui pousse à l'imposture. Tout le monde pense qu'il peut s'asseoir n'importe où, parler n'importe où. Personne n'est plus personne, rien n'est plus rien. Et la révolution fait en sorte qu'on puisse remettre les choses en place. Donc cette révolution est également personnelle, spirituelle. Je fais appel justement à ces forces, à nos ancêtres, qui sont là, qui nous écoutent. Monsieur Boucheko, je crois fermement que tous ceux qui sont passés, le Oumiobe, le Wandi, quand on parle d'un brigand, on dit que c'était un brigand. Et ça, c'est des hérésies. Mais ce sont des personnes qui sont là en train de nous écouter, qui nous tendent la main, qui nous dirigent. Ils n'attendent pas que nous fassions des stèles pour eux, mais ils attendent à ce que chacun de nous devienne un héros, là où il est. Et ils nous disent de loin, mais regardez, faites comme ceci, faites comme cela. Dans un récent texte sur ma page Facebook, j'ai été au président de la République, le proposant, avant la prestation de serment, de rassembler les leaders politiques, qu'ils écoutent autour du drapeau du Cameroun. Et que ces martyrs-là du passé, s'ils les écoutent, ils leur diront quelque chose. Parce que personne n'a la solution pour sortir d'une crise qui dure pas seulement depuis quelques jours, pas seulement en 2018, pas seulement depuis 2008, mais depuis des années. Vous évoquez une révolution spirituelle dans votre ouvrage. Alors cette révolution spirituelle, parlons-en. Quelle place donnez-vous à la foi, à la transcendance et aux valeurs traditionnelles africaines dans ce renouveau? D'ailleurs, il y a un instant, vous avez évoqué le fort des Banjoun. Oui, et dans cette appropriation culturelle. Alors, quelle place donnez-vous donc à la foi, à la transcendance et aux valeurs traditionnelles africaines dans ce renouveau, spirituel? Le prêtre que je suis, je comprends que la foi, c'est une lumière. Je dis que l'être humain que je suis, j'ai deux yeux. L'intelligence qui me vient de Dieu, la foi qui m'est donnée à travers Jésus-Christ. Et là, cette foi-là permet de mieux comprendre nos cultures. Vous êtes sans ignorer que, sans savoir, je veux dire que certains, il y a une guerre entre la foi et la culture et nos cultures. Mais une guerre qui n'a pas lieu d'être. Parce que lorsqu'on a bien compris la foi chrétienne, lorsque le Fils de Dieu est devenu homme, alors on comprend que Dieu ne peut pas combattre ce qu'il a créé. Aucun être humain n'a fabriqué une culture. Aussi loin qu'on puisse aller, nous recevons la culture comme nos langues. Nous la recevons, tout cela définit notre identité, notre manière de voir le monde. Et dans chaque culture, il y a toujours une relation à Dieu. Jésus-Christ vient seulement, alors justement, apporter à la perfection, accomplir, porter à la perfection, nous donner la vraie lumière, là où il y a eu déviation. Et il commence avec le monde juif. Dans la tradition juive, il y a eu beaucoup de déviations. Lorsqu'on dit les Saintes Écritures, on voit très bien qu'il est toujours en porte-à-faux avec les scribes et les pharisiens. Dans nos cultures aussi, il y a eu des abus. Lorsque, par exemple, une veuve doit sortir du veuvage, il y a des traditions où ça devient une autre. Non, ce n'est plus ça. Mais la foi permet de savoir que non, voici ce qui était à l'origine. Beaucoup diront que, mais nous avons oublié nos cultures, on ne peut plus retrouver leur culture dans leur origine, mais c'est possible. Puisque beaucoup de ceux qui sont portés de culture sont là. Mais puisqu'on ne leur donne pas la parole, on a l'impression qu'il n'y a plus personne. Donnons la parole à ces anciens, à ces initiés, écoutons-les. Donnons-leur la parole le dimanche à la place de tous ces débats, qu'on dit débats politiques. Donnons-leur la parole, nous serons émerveillés. Alors justement, le poème aussi évoque la famille. Vous l'avez dit à l'instant, vous avez évoqué l'homme et la femme. Et cette dualité qui n'est pas de nature à aider la société camerounaise à s'émanciper. Vous avez parlé dans ce poème de la relation homme-femme, de l'éducation aussi. Est-ce cela le socle même de la renaissance que vous appelez dans cet ouvrage? Absolument. Et comment ça? Parce que l'éducation que nous recevons, l'instruction que nous recevons ensuite, l'éducation, ça ne vient pas de nos cultures. C'est comme si nous avons honte de notre culture. Moi, je prends l'une des cultures à laquelle je appartiens, la culture Bassa. Alors, il y a une éducation du garçon. Le garçon, par exemple, qui montre qu'il veut se marier, ce n'est pas en faisant des SMS. Ce n'est pas parce qu'il parcourt le village. D'abord, il y a sa manière de regarder désormais son père. Le garçon, au point de départ, ne peut pas regarder son père dans les yeux. Ensuite, s'il arrive, à l'époque, à 14-15 ans, qu'il commence à répondre à son père,
Le papa ne prend pas sa main, mais il comprend que c'est un signal. Et jamais il va dire à sa femme, ça veut dire que ce jeune homme, il veut déjà s'affirmer. Il montre un lopin de terrain à son épouse, il dit voilà, écoute quelques piquets qu'il dépose. Le garçon qui a été initié, qui a été éduqué, c'est donc que voilà, on est en train de répondre. Mais il faudrait qu'il puisse par exemple tendre des pièges, pouvoir aller à la chasse, couper des piquets pour une case. C'est de sortir du nid des parents, construire sa case. Donc c'est par sa manière d'agir qu'il montre qu'il est à même de voler par ses propres ailes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les parents ont peur, ils disent bon, j'ai tellement souffert, il ne faut pas que mon fils souffre. On le garde dans le nid, même jusqu'à 35 ans, 40 ans. Il ne bouge pas. Apporte-moi les diplômes, et tu les diplômes sont importants. Mais il faut que tu ailles à l'école, tout et tout. On oublie de leur donner l'éducation. Par contre, si nous revenons à nos initiations culturelles, nous allons découvrir le sens de notre vie, de notre existence, de notre identité. Et nous aurons donc notre vision du monde, notre manière de voir des choses et comment implémenter notre développement, notre conduite. Même aujourd'hui, dans ces églises dans les fois que vous évoquez, si nous accueillons nos cultures, vraiment en toute humilité. Le prêtre que je suis, moi, je me mets à l'école de la culture. Si chaque prêtre se met à l'école de la culture, c'est les enseigner par nos anciens qui sont au village, nous allons découvrir qu'en réalité, il n'y a jamais eu bataille entre la foi chrétienne et nos cultures et qu'il n'y en aura jamais. Il y a juste conservation du pouvoir, même dans le domaine religieux, comme au temps de Jésus. Alors, mon père, comment les jeunes Camerounais peuvent-ils concrètement répondre à votre appel à la révolution? Bien, alors il faudrait d'abord qu'ils acceptent s'asseoir, qu'ils cessent de penser par procuration, qu'ils cessent de réagir, d'agir par émotion, qu'ils fassent confiance à la raison. Et chaque être humain a besoin du temps pour s'asseoir, pour méditer. On peut ne pas être chrétien, on peut ne pas être croyant, mais on a tous besoin d'un temps de réflexion. S'asseoir pour se poser la question. Qu'est-ce qui se passe? Qui suis-je? Où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je peux apporter à la société? Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, se mettre à l'école des personnes. Et un de mes professeurs disait que savoir ce qu'on cherche, c'est important, mais surtout savoir où chercher ce dont j'ai besoin. Ça, c'est que l'intelligence. Alors, aujourd'hui, les jeunes, malheureusement, moi, je ne leur en veux pas parce que moi, à 61 ans, j'ai été protégé dans ma jeunesse. Nous n'avions pas la radio, nous n'avions pas la télé, nous étions protégés. Aujourd'hui, les moyens de communication sociale sont des moyens d'influence. Et ces jeunes sont bombardés, ils n'ont pas le temps de discerner. Ils boivent tout comme cela leur vient. Se mettre à l'école, des personnes, de ceux qui les dévancent, ils peuvent étudier, observer, admirer. Mais sauf que pour eux, chaque fois qu'on dit j'admire quelqu'un, maître, ça dit qu'il est sans faute. Mais ça n'existe pas un être sans faute. Il y aura toujours des failles. Mais savoir dépasser ces failles, dire mais voilà ce qui importe pour moi. Vous le disiez ce matin à la radio, qu'est-ce que je retiens de ce monsieur qui est mort? Oui. Au-delà de l'argent qu'il m'a donné, il m'a payé la scolarité. Mais quelle était sa vision? Quels étaient ses combats? Ça, c'est donc la question qu'il faut se poser. Lorsque nous étudions, on va toujours dire les Wandji, les Noto et ça, c'est à cause que les gens sont mauvais. Quel était leur combat? Qu'ils soient incompris, ça c'est une chose. Mais nous savons tous ceux qui ont étudié l'histoire que ces gens n'ont jamais voulu prendre les armes. Ils y ont été contraints. Après les avoir parcourus, les autres voient. Donc, les jeunes, en se mettant à l'école de la sagesse, à l'école de la méditation, à la véritable recherche, ils peuvent prendre part à cette révolution. Et là, l'un de moyens, c'est la lecture. Regardez-vous, si vous êtes de la radio, lancez une enquête pour voir combien de jeunes, quel est le dernier livre que tu as lu la semaine dernière ou bien le mois dernier. Après, c'est pas, ils lisent pas. Voilà. Enfin, Jean-Pierre Noël Batoum, dites-nous, votre ouvrage, il est là. Où est-ce qu'on le trouve? Bien, alors, c'est édité par Maison Tila Africa. Il est distribué par Andal et sur les réseaux, sur les supports numériques et Amazon. Et sur ma page Facebook, je donne les liens. Et c'est quoi votre page Facebook? Le nom, c'est? Ma page Facebook, oui. Jean-Pierre Noël Batoum. Jean-Pierre Noël Batoum. Voilà. J'ai une page Révolution. Et sur moi, on peut trouver le support physique. À Yaoundé, par Andal, on peut toujours trouver le support physique. Voilà. Alors, il y en a qui veulent le parcourir. Il est très facile à lire. Hein. C'est 43 pages, 42 pages. Ça se digère facilement. C'est un petit format. Il faut leur dire que même si c'est la poésie, par exemple, il y en a qui ont peur de la poésie. C'est une poésie, ma poésie est simple. Même si c'est profond, mais c'est facile à lire. Justement, je l'ai décrypté très facilement. Voilà. D'accord. Alors, ce livre, justement, mon père, que souhaitez-vous que le lecteur ressente après l'avoir refermé, après avoir lu Révolution? Vous voulez qu'il ressente l'espoir, la colère ou l'engagement? D'abord l'espoir oui. Et l'engagement. Et comme déjà dans son cœur il y a la colère, il faudrait qu'il marche cette colère, qu'il marche sa colère dans la méditation, dans la réflexion, pour que cette colère devienne indignation, qu'elle devienne réflexion pour qu'on passe à l'action. Chers auditeurs et auditrices de Radio Balafon, l'œuvre de Jean-Pierre Batoum que nous voulons vous présenter s'inscrit dans le grand mouvement d'une révolution culturelle africaine qui vise à reconquérir la parole, les imaginaires et les valeurs fondatrices du continent. Dans le contexte camerounais, cette révolution passe par la révalorisation de la langue, des symboles, de l'histoire et des arts vivants. Elle refuse l'imitation servile des modèles extérieurs et prône l'excellence enracinée. C'est un appel à créer une nouvelle éthique, une nouvelle esthétique de la fierté africaine, une conscience collective éclairée et une solidarité des peuples autour du Cameroun avec ce Cameroun spirituel et culturel. Merci Padré, merci mon père d'être venu. Merci à vous de m'avoir reçu, merci d'avoir bien lu et compris cette œuvre, merci beaucoup. Voilà, c'était mon devoir. Allez, Révolution est en vous, c'était votre livre, c'est dans vos mains. Ce n'est pas un livre qu'on lit, c'est un livre qu'on entend battre dans sa poitrine. Il rappelle que la poésie peut être un acte politique, un acte de foi et un acte d'amour. En recevant Jean-Pierre Batoum sur Radio Balafon ce matin, votre radio rend hommage ainsi à ces voix qui refusent le silence et qui croient encore en la puissance du verbe. Et si la vraie révolution, c'était simplement de redevenir humain, digne